Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Et oui, l'affiche rouge de Léo Ferré, une chanson qu'il a adaptée à partir d'un poème d'Aragon, qui rend hommage, André Berkoff, aux 23 résistants du groupe Manouchian, qui ont été fusillés le 21 février 44 au Mont-Valérien, André. Un moment très fort. Je veux dire que je suis particulièrement heureux, Céline Alonso aussi, de faire cette émission avec Jean-Pierre Sakoun, avec le fait que dans quelques jours, Missak Manouchian et Méline Manouchian seront panthéonisés, seront au Panthéon, parce que tout est dit là, tout est dit sur le temps où il y avait des gens qui ont dit non et qui ont résisté, alors que vraiment, tout se disait, mais c'est fini, l'Allemagne a gagné, on ne fait rien. Et bien, il y avait un certain général qui est parti à Londres et un certain nombre de gens qui ont résisté et qui ont dit non à l'oppression. Et parmi ces gens-là, là aussi, c'est quelque chose d'important. Il y avait des étrangers, des Polonais, des Lituaniens, des Arméniens, etc., qui ont dit, eh ben, on est là pour la France, on est là pour l'idée que nous avons toujours fait de la France. Et pour certaines idées de la France, nous allons peut-être mourir et ils sont morts pour la France, il faut le dire, et c'est pour ça que c'est tellement important de rappeler cela aujourd'hui, où il y a des gens qui ne savent plus ce que c'est que leur pays, qu'ils soient français de souche ou pas. Et voilà, et Aragon a écrit effectivement ce merveilleux poème en 1955, qui a été mise en musique à Léo Ferré, mais je rappelle que ce poème, il s'est inspiré de la dernière lettre de Missak Manouchian à sa femme Mélinée avant d'être fusillé. Voilà, nous avons affaire à l'héroïsme pur, au vrai héroïsme symbolique. Et c'est pour ça que nous sommes, je crois, il faut le dire, très heureux de parler de cela, parce que ça va au-delà, si vous voulez, presque d'une fresque. C'est toute la chevalerie française. Vous voyez, même si elle est inspirée par des Arméniens, des Polonais, des Juifs, tout ça, c'est le panache au sens le plus total du terme. Ces 23 hommes communistes, étrangers, juifs, polonais et autres qui ont donné leur vie en combattant les nazis, Céline. Et oui, il fera son entrée au Panthéon mercredi prochain, le 21 février. Alors pourquoi cette panthéonisation était-elle capitale? Qui était ce couple de résistants? Jean-Pierre Sakoun, qui a initié cette panthéonisation, sera avec nous dans un instant sur Sud Radio pour nous éclairer sur leur destinée héroïque. Restez avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. Sublime interprétation de l'affiche rouge par Feu Chatterton, André Berkoff. Jean-Pierre Sakoun, bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous êtes président du comité pour l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Vous êtes aussi président d'unité laïque, laïcité. Dans un instant sur Sud Radio, vous nous raconterez comment vous êtes battu pour cet hommage aux résistants étrangers engagés pour la France durant la Seconde Guerre mondiale soit enfin rendu. Mais avant, dites-nous qui était Missak Manouchian. Bonjour, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Missak et de ce processus. Missak, c'est un homme siècle, mais c'est plutôt un homme demi-siècle. Il est né en 1906, mort en 1944. Et dans cette courte vie, dans ce court arc de 36 ans, eh bien, il a connu à peu près tout ce que le premier XXe siècle a offert comme horreur et comme héroïsme.
C'est tout d'abord un enfant né en 1906 dans l'Empire ottoman finissant, sur le plateau anatolien, dans le centre-sud du plateau anatolien, dans une ville qui s'appelle İst Mansour, qui deviendra Adıyaman lorsque la Turquie deviendra une république en 1925. Et il connaît dès son enfance la pire des choses, c'est-à-dire la disparition de ses parents dans les plus effroyables conditions lors du génocide arménien de 1915. Et oui, il a 9 ans quand le génocide débute, c'est ça? Absolument, il a 9 ans, son frère aîné Garabed a 1 an et demi de plus que lui. Il a un frère aîné beaucoup plus âgé, probablement 20 ou 25 ans de plus que lui, dont on sait peu de choses parce qu'il jouera pas un rôle très important dans cette affaire. Mais enfin, c'est une grande famille. Et en 1915, donc, l'Empire ottoman s'effondre. Il est en train de s'effondrer depuis au moins 30 ou 40 ans et il se reconstruit autour d'une idée nationaliste religieuse, l'islam et la nation turque, alors que c'est un empire multiple, bigarré. Et donc, cette reconstruction se fait en cherchant un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, dans ce cas-là, c'est le non-musulman, et en particulier, pour le génocide de 1915, l'arménien. Pas seulement, les autres aussi passeront, les Assyro-Chaldéens, les chrétiens d'Orient, un peu les juifs, mais en 1915, c'est les Arméniens. Et ils vont être entre 1 200 000 et 1 500 000 à mourir. Il ne s'agit pas d'un massacre de quelques milliers de personnes. Il y a eu une répétition générale. Oui, et ce qui est terrible, effectivement, c'est que lui, dès l'enfance, il a assisté à ce déchaînement de violence. Il a vu ses voisins tués, il a assisté à des viols, à des pillages de fermes. Donc ses parents, vous l'avez dit, ont péri dans ce massacre. Il a été marqué par tous ces crimes. Ouais. Il en a très peu parlé. Très peu parlé dans ses carnets, dans ce qu'en rapporte Méliné dans ses mémoires. Il en a peu parlé. Mais on ne peut pas imaginer qu'il ait pu ne pas en être marqué. D'autant que ses parents ne sont pas morts n'importe comment. Son père est mort les armes à la main. C'est-à-dire que son père était un résistant, déjà. Et on peut imaginer à quel point l'imaginaire de ce père résistant mort les armes à la main face aux Ottomans a pu habiter cet homme. Et sa mère est morte de maladie, de faim, d'épuisement, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, elle est morte des suites du massacre et déjà, 30 ans avant la Shoah, des marches de la mort qui ont été organisées par les Ottomans pour réduire les Arméniens, avec des marches qui partaient à plusieurs milliers et qui arrivaient à 150. Eh oui. Alors lui et son frère ont été sauvés par une famille kurde à l'époque et après ils ont été placés dans un orphelinat près de Beyrouth, au Absolument. Liban. Alors en 1918, la paix, les Ottomans qui avaient pris le parti des Allemands sont battus, l'Empire ottoman est démembré, le Liban qui faisait partie de l'Empire ottoman passe sous domination et sous mandat français, et les filières de sauvetage d'orphelins arméniens, encore une fois les échos de la Shoah sont là. Oui, ils sont là. Avant-coureurs. Avant-coureurs, oui. Vont exfiltrer un certain nombre de ces enfants vers le Liban. Ça va être le cas de Garabed et Missak, qui vont être séparés pendant quelques temps dans des orphelinats différents, puis regroupés dans un orphelinat à Djounieh, dans lequel on est sous mandat français, on apprend le français. Et on passe des diplômes français, et puis on apprend un métier en français. Et ça va être leur cas, ils deviennent tourneurs. Et Missak, c'est dans cet orphelinat qu'il va découvrir sa passion pour la poésie et la littérature surtout. Absolument. Et grâce à un instituteur, c'est une histoire tellement républicaine d'une certaine manière qui ressemble tellement par exemple à celle d'un Camus. Et grâce à un instituteur arménien qui lui apprend l'arménien classique mais aussi le français, il va non seulement se passionner pour la poésie et la littérature, mais précisément pour la littérature française. Et il va lire tous ceux qu'un écolier de l'époque lit, c'est-à-dire Hugo, Barbus, Romain Roland. Il écrit ses premiers poèmes, il a 12-13 ans, et puis c'est un sportif, ça va jouer un rôle important dans sa vie. Il aime la gymnastique, il aime le football, il est extrêmement sportif. Et donc, nous arrivons, après pratiquement 8 ans dans cet orphelinat, en 1924, il a 18 ans, son frère 19 ans et demi, il parle français, il est formé à un métier,
et il veut aller en France. Et oui, c'était son rêve surtout d'être poète à Paris. Alors effectivement, à 18 ans, ils débarquent tous les deux à Marseille, on est en 1924, et ils ont pu entrer en France car ils avaient ce fameux passeport Nansen. Rappelez-nous ce qu'était ce passeport. Alors, Fridtjof Nansen, c'est un homme extraordinaire lui aussi. C'est un grand explorateur qui est très connu pour ça, norvégien, qui a été le premier à traverser le Groenland en traîneau, qui s'est approché du pôle Nord, celui qui s'en est le plus approché jusqu'à ce qu'on y arrive. Et par ailleurs, c'était un grand humaniste qui était qui était haut commissaire aux réfugiés de la Société des Nations, et qui en 1921, pour venir en aide aux réfugiés russes blancs et à tous ceux qui voulaient quitter la Russie soviétique ou la Russie en pleine bataille entre soviétiques et tsaristes, se retrouver hors de Russie sans rien. Et donc on va inventer un passeport qu'on va donner à ceux qui deviennent des apatrides et qui leur donne les mêmes droits qu'un passeport étranger dans les pays qui le reconnaissent. Et en 1924, ce passeport est étendu aux Arméniens. Et dès qu'il est étendu aux Arméniens, Missak et Garabed l'obtiennent et partent en France, où ils arrivent en septembre 24. Et oui, c'est ça. Et ils ont une promesse d'embauche au chantier naval, effectivement, de la Seine-sur-Mer et de la Ciotat. Alors là, effectivement, donc, ils sont engagés. Il exerce notamment, lui, son métier de menuisier. Et il conserve ce rêve de Paris. Et à 20 ans, ils arrivent à Paris tous les deux. Ouais. Absolument. Une anecdote symbolique très forte sur son arrivée à Marseille. Il arrive à Marseille sur un vapeur des messageries maritimes qui s'appelle la Cordillère. Et la Cordillère, j'ai découvert ça très récemment, je crois que je suis le premier à l'avoir vu. Il arrive sur le dernier voyage de la Cordillère, et la Cordillère va être démantelée au chantier de la Seine-sur-Mer dans lequel il va travailler. On peut dire qu'il a brûlé ses vaisseaux au sens propre du terme. Il est parti pour ne pas revenir, et symboliquement, le bateau sur lequel il est parti a été détruit après son arrivée. Donc il devient effectivement artisan menuisier, c'est ça? Tout à fait. Il monte à Paris, alors qu'est-ce qu'il fait monter à Paris? Deux choses. D'une part, Garabed est malade et quitte son travail au chantier volontairement parce qu'il peut plus l'assumer. Et Missak, du fait de la crise des chantiers navals à l'époque déjà, fait partie de ceux qui sont licenciés comme 25% du personnel des forges et chantiers de la Méditerranée. Et il en profite pour monter à Paris parce que Paris, c'est son rêve. Paris, c'est la ville monde. Paris, c'est la ville de la modernité, la ville des poètes, des peintres, de l'art. Et donc, il monte à Paris et il retrouve du travail tout de suite. Toujours comme tourneur. Alors, chez Renault, chez Chenard et Walker, une marque de voiture qui a disparu. Et puis, chez Citroën. Oui, c'est ça. Voilà. Et il arrive en 27 et en 25, septembre 25, un an après son arrivée en France. Et en 27... Garabed meurt de tuberculose, et donc en 27 il a 21 ans, Missak, il est seul. Ouais, il est foudroyé par la disparition de son frère. Absolument. Ouais. Et il est seul, et donc il va falloir qu'il vive ou qu'il devienne un clochard, qu'il se laisse aller. Ben il vit, c'est-à-dire qu'il continue à travailler et il s'inscrit dans cette ville d'art. Il s'y inscrit par l'étude. Il est assoiffé de culture française, donc il va suivre les cours en auditeur libre à la Sorbonne. Il suit les cours des universités populaires de la CGTU. Ouais, c'est ça. Et c'est pas n'importe qui quand même. C'est Paul Langevin, Paul Nizan, Marcel Cohen, Henri Vallon. C'est vraiment pas n'importe qui. Il va à Sainte-Geneviève sans arrêt. Et puis, pour gagner sa vie en dehors de son travail, eh bien, il pose, parce qu'il a un corps d'athlète, et oui, il pose pour les peintres. Et oui, Mélimée disait de lui qu'il était aussi beau qu'une statue grecque. C'est vrai qu'effectivement, dès son arrivée à Paris, en fait, il s'inscrit très rapidement dans une démarche de plus en plus militante. Alors, il y a les deux à la fois. Ouais. Il est fou de littérature, fou d'art, fou de poésie, et en même temps, dès les années 25-27, il commence à tremper dans le milieu communiste. Par capillarité, si j'ose dire, par proximité amicale, jusqu'au moment où il va devenir véritablement engagé un peu plus tard. Et donc, à cette époque, il pose pour des peintres comme Karzou, dont le nom... arménien. Karnik Zouloumian, Karzou, ou bien des peintres comme Krikor Bédikian. Et on a d'ailleurs des dessins représentant des académies de Manouchian, et on voit que c'était un athlète, c'est-à-dire que c'est une boule de muscle. Très beau, ah oui. Voilà. Et donc,
En même temps, il crée avec un ami arménien dont on pense qu'il l'a connu en France, Sema Kega Matmadjian, qui lui mourra en mai 40 sur le front de Belgique dans l'armée française, des revues de poésie en 1930, 1931, Tchenk, Machagouit, l'effort, culture, dans lesquels il traduit Baudelaire, Rimbaud, Verlaine en arménien, dans lesquels il publie sa propre poésie. Et en 31, il se retrouve comme énormément d'ouvriers français sur le pavé parce que la crise de 29, dont on sait qu'elle a été un peu plus tardive en France, arrive. Et que là, il perd son travail chez Citroën. Et oui, c'est ça. Et donc, c'est en 1934, au lendemain des émeutes du 6 février à Paris, qu'il adhère au Parti communiste et au comité de secours à l'Arménie soviétique, Jean-Pierre Sakoun. Tout à fait. Et le HOG, le comité de secours à l'Arménie soviétique, donc ses initiales en arménien, c'est le HOG. C'est un petit peu le bras armé des communistes dans la communauté arménienne. Et donc, il va y militer. Il va même y être élu deuxième secrétaire général adjoint, c'est-à-dire numéro 2 du HOG. Il va y rencontrer Méliné. C'est ça, ouais. Méliné, qui a en fait la même histoire que lui. Méliné est une orpheline. Alors, elle n'a pas suivi le même parcours. Elle est passée par la Grèce et la France plutôt que par c'est une survivante du génocide aussi. Survivante du génocide, qui vient d'un autre milieu, d'un milieu plus bourgeois. Elle est de Constantinople, qui n'était pas encore à l'époque devenue Istanbul. Elle est fille du directeur des postes. Elle s'appelle, et alors ça c'est un effet de migration absolument extraordinaire, elle s'appelle Méliné Soukemian. Et une erreur d'état civil à la transcription de son nom l'a fait devenir Méliné Assadourian, Assadour étant en fait le prénom de son père. C'est ça. Et donc elle s'appellera Méliné Assadourian comme Armène, sa sœur Assadourian, alors que ça n'est même pas leur nom. Donc, et leur père meurt. Elle est à Paris, elle aussi. Elle est à Paris. Alors, elle est arrivée plus tôt que Missak, mais elle était plus jeune, et elle est arrivée par un orphelinat en Grèce qui avait une branche en France dans laquelle elle a été envoyée. Et anecdote toujours, cet écho avec la Shoah. Le père de Méliné et Armène va être emmené et disparaître le 24 avril 1915, c'est-à-dire le premier jour du génocide, dans la rafle des notables. De la même façon qu'il y aura une rafle des notables en France. Non, pas du Veldiv, la rafle des notables. Alors comment Missak Manouchian est entré effectivement dans la résistance et surtout dans la lutte armée? Alors, en 1939, Missak Manouchian, c'est un cadre du Comintern. De l'international communiste. Et à ce titre, il est en relation permanente avec tous les autres étrangers qui ont rejoint la France depuis les années 20-30 et qui sont des combattants antifascistes, qu'ils soient allemands, espagnols, italiens, polonais, juifs, roumains, arméniens, etc. Et donc, en 1939, il y a un coup de tonnerre pour tous ces communistes étrangers antifascistes qui aiment à la fois l'internationalisme et la Révolution française, c'est le pacte germano-soviétique. La grande catastrophe d'août 39. Le pacte Ribbentrop-Molotov. Voilà, ce pacte, le 23 août 39, qui, soudain, donne le sentiment à tous ces combattants antifascistes, parce qu'ils sont ça avant d'être toute autre chose, qu'on leur a tiré le tapis sous les pieds. Missak est arrêté immédiatement, puisque le Parti communiste va devenir plus tard, quelques semaines plus tard, hors la loi, puisque à cause de ce pacte. Il est relâché, parce qu'on n'a pas grand-chose contre lui, et l'une des raisons pour lesquelles il est relâché, c'est qu'il demande à s'engager. Dans l'armée française, comme la plupart de ces étrangers qui vont s'engager dans la Légion, dans les troupes étrangères sur le sol français, les brigades tchécoslovaques, les brigades polonaises, dans l'armée française, il s'engage. Comme on lui fait pas entièrement confiance, parce qu'il est communiste, au lieu de l'envoyer sur le front, on l'envoie comme prof de gym en Bretagne. Bon, et c'est là qu'il va attendre la fin de l'effondrement de la bataille de France. À partir de là, il est toujours sous contrôle militaire. Il est envoyé dans une usine d'armement à côté d'Arnage, à Arnage, à côté du Mans. L'usine Niomero, des moteurs d'avion, qui deviendra la SNECMA plus tard. Et il va en partir discrètement, il va s'en évader, mais c'est pas vraiment une évasion, il va échapper au contrôle, parce qu'il était donc réquisitionné, et rentrer à Paris fin 40. Et quand il rentre à Paris fin 40, il commence immédiatement à reprendre des contacts autour de ce dont on n'a pas encore parlé, mais qui est essentiel, de ce groupe qu'on appelle la MOI. Alors les yiddishophones l'appellent la MOI,
Et les autres s'appellent la MOI, mais Alors c'est la même justement, chose. pour avancer... Mais c'était déjà, déjà les FTP, MOI. Non, pas encore. C'est début 43, ouais. C'est intéressant C'est mi-42. Début 43, ouais, effectivement. Oui. Ouais. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis les années 20, il existe une organisation qui est née à la CGTU, puis qui a été reprise par le Parti communiste, qui organise pour le Parti communiste les travailleurs étrangers par groupe de langue. D'accord. Alors il y a les yiddishophones, donc c'est les juifs, il y a les arméniens, les italiens, etc. Et donc cette MOE, main d'œuvre étrangère, devient MOI pour des raisons idéologiques. Et MISAC en est en quelque sorte l'âme pour ce qui concerne le groupe arménien. Et donc quand il rentre à Paris fin 40, début 41, il reprend contact avec ceux-là. Oui, bien et sûr. ils commencent à reconstruire un réseau. Ils savent pas encore trop pourquoi, mais ils savent que à un moment ou à un autre, ils rentreront dans la résistance. Et juin 41, les nazis envahissent l'Union soviétique, tous les communistes entrent dans la guerre, enfin, avec le plus grand soulagement pour ceux-là qui n'en rêvaient que depuis, qui ne rêvaient que de cela depuis 1939. Et en 42, la résistance communiste est organisée par ce triumvirat constitué de Charles Tillon, de Joseph Epstein et de Holban, sous la direction de Jacques Duclos. Et ça, c'est mars 42. Et en juin 42, il rattache la MOI au FTP. Oui. Donc les FTP mars 42, la MOI rattachée. Et MOI. Alors ils vont effectivement mener une centaine d'actions contre l'occupant jusqu'à leur plus grand fait d'armes. Le 28 septembre 1943, à savoir l'exécution du général SS Julius Ritter, qui était responsable du service du STO, c'est ça? C'est ça. Colonel SS, donc rang général dans la Wehrmacht. Ils ne savent pas qui ils exécutent. Ils l'exécutent, ils ne savent pas. Ils savent qu'ils exécutent un dignitaire, un nazi, oui, bien mais sûr. ils savent pas qui c'est. C'est le lendemain qu'ils apprennent qu'ils ont exécuté le dirigeant du STO en France. Oui, rue Pétrarque, dans le 16e arrondissement, sur sa route pour le bureau le matin, qui est son bureau, qui est au Trocadéro. Ils sont 3 sous les ordres de Manouchian, Fontano, Reimann. Mais pardon, est-ce que la MOI, donc les immigrés, enfin les étrangers, étaient rattachés, comment dirais-je, pas soumis, mais enfin ils étaient sous le commandement de la FTP? Absolument. Alors, ouais. C'était les FTP-MOI, ils avaient une certaine autonomie vis-à-vis des FTP, mais c'était une autonomie qui était d'une certaine manière due au fait que c'était les troupes de choc. C'est eux qui étaient sur le combat, sur le combat. Et ils étaient surtout très présents dans les villes, puisque c'était des ouvriers. Donc ils étaient là où étaient les usines. Et donc les FTP MOI, on va les trouver à Paris, à Marseille, à Lyon, dans des plus petits centres comme Romans, où il y avait 3000 ouvriers, à Toulouse, etc. Et ce sont des gens, il faut s'en souvenir, qui sont des étrangers, internationalistes, amoureux de la Révolution et de ses principes. Les groupes MOI, les groupes MOI du Sud-Est, ils s'appellent Liberté, Marat, Carmagnole, Valmy. Voilà, ces immigrés avaient pris les grandes victoires françaises de la Révolution. Oui. C'est très important, ça. En tout cas, Manouchian sera arrêté le 16 novembre 1943. Il sera fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien avec la plupart de ses camarades et d'autres résistants. On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Du côté là des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays Paris.
Joséphine Baker, qui a prêté main forte à la résistance et qui a été la 6e femme à entrer au Panthéon le 30 novembre 2021, André Berkoff. Sa panthéonisation a fait aboutir celle de Missak Manouchian, un combat auquel vous vous prépariez depuis longtemps, Jean-Pierre Sakoun. Alors pourquoi était-il si capital pour vous et quand avez-vous commencé à le mener ? On ne se lance pas dans une aventure comme celle-là sans avoir des raisons personnelles, c'est-à-dire qu'ensuite on les transforme, elles deviennent collectives, ça devient une aventure républicaine, une aventure citoyenne. Et évidemment, si on ne croit pas en la République et en la citoyenneté, on ne se lance pas non plus dans une telle aventure. Mais c'est vrai que le personnage de Missak est un personnage qui qui m'habite depuis les années 70. Pour des tas de raisons personnelles, des anecdotes, des petites choses qu'on n'a pas le temps de raconter ici, mais qui sont assez drôles finalement. Et puis un jour, il y a eu ce film merveilleux, L'Affiche rouge de Franck Cassinti en 1978. Moi, je fais des études d'histoire, je suis à l'origine conservateur de bibliothèque, puis ingénieur de recherche au CNRS, donc j'ai une certaine appétence pour la documentation, la recherche. Et ce personnage commence à m'intéresser. Et plus je creuse, plus je lis à son sujet, et il n'y avait pas grand-chose, plus je me rends compte que c'est un héros. Un héros parfait. Il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de casserole. Il y a un personnage simple, droit, qui allie sa vie d'ouvrier, sa vie de communiste, son amour de la littérature, son amour de la République française. C'est une sorte de héros parfait et qui est un universaliste. C'est ça qui est au cœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui... Comme l'étaient les communistes, les vrais. Comme l'étaient les communistes, comme certains le restent encore. Mais c'est un universaliste. C'est-à-dire que pour lui, avant toute chose, les êtres humains se ressemblent avant d'être différents les uns des autres. Et donc... à partir de là, petit à petit, monte en moi l'idée qu'il faut arriver à faire reconnaître Missak. Et puis à partir de Missak, monte en moi l'idée qu'il faut faire reconnaître les résistants étrangers. Et lui, ce sera le premier résistant étranger à entrer au Panthéon. Alors ce sera le premier ouvrier, le premier communiste, le premier étranger. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que sous Napoléon, il y en a eu quelques-uns, mais Napoléon faisait rentrer des palanquets de gens inconnus au Panthéon, donc on les a tous oubliés. Mais dans l'ère, depuis la République, oui, ce sera le premier étranger. Alors sachant que Joséphine Baker, entre-temps, avait obtenu la nationalité française, ce qui n'a pas été le cas de Missak, qu'il a demandé 2 fois, en 33 et, excusez du peu, en janvier 40. Et qu'il ne l'a pas obtenu, alors, bien sûr. Qui a obtenu 2 fois un avis favorable et à qui elle aurait été refusée 2 fois. La première fois parce qu'il était chômeur en 33, il l'aurait demandé en 29, il l'aurait eu. Et la deuxième fois parce qu'il était communiste en 40 et qu'on n'avait pas confiance. Mais ce sera le premier étranger. Oui. Alors vous, quelle a été votre stratégie pour arriver justement, pour parvenir à ce combat que vous menez depuis plusieurs années ? Parce qu'en 2014, il y a eu une initiative qui a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui l'avait lancé ? Pourquoi cet échec ? Alors, elle avait été lancée par l'ex-député, qui était député à l'époque, Jean-Marc Germain, député socialiste. Et puis, bon, elle a échoué. On va pas gloser sur cet échec. Vous savez, ce sont des gens qui ont fait l'effort, qui ont fait le travail, et ils sont éminemment respectables pour ça. Ils n'ont pas réussi, j'ai réussi, ça aurait pu être l'inverse. Alors, comment on a pratiqué D'abord, on s'est posé la question de savoir comment il fallait s'organiser pour être crédible. Et pour ça, j'ai créé un petit comité avec un historien indiscutable qui était notre garant sur le plan historique, qui était Denis Péchanski, avec évidemment la famille, parce qu'on fait ça ni sans ni contre la famille. Donc Katia Guiragossian, petite nièce de Missak et Méliné, petite fille d'Armène, la sœur de Méliné, qui porte la mémoire familiale depuis toujours et qui a été enthousiaste et avec laquelle j'ai déclaré une grande amitié. La famille a eu une requête particulière ? Oui, cette requête est celle de faire entrer Méliné pour accompagner Missak comme Antoine Veil accompagne Simone Veil. C'est-à-dire que il était important pour l'Élysée que le corps soit vraiment transféré, qu'il y ait une symbolique forte, que ce ne soit pas un cénotaphe, un cercueil vide. Et donc la famille a accepté à condition que les corps ne soient pas séparés. L'Élysée a accepté dès le début
cette demande, et c'est donc Missac accompagné de Méliné qui rentre au Panthéon. Et ensuite, des hommes politiques, mais pas n'importe lesquels. Un homme politique de la droite française, de la droite républicaine, Nicolas Laragon, le maire de Valence, premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui est aussi le président de la communauté d'agglo Valence-Roman, dans laquelle il y a le centre du patrimoine arménien, qui est qui est le plus gros centre de mémoire arménienne en France. Et de l'autre côté, le vice-président du Sénat communiste, Pierre Ouzoulia, dont le grand-père, Albert Ouzoulia, colonel André, était l'adjoint de Charles Tillon et le chef opérationnel des FTP. Des FTP, oui. Ça tombe sous le sens, comme on dit. Eh oui, alors cette panthéonisation ne ravit pas tout le monde. Elle a été qualifiée d'injustice. Dans une lettre ouverte au président Macron publiée dans Le Monde en novembre dernier, les signataires regrettent que les 23 du groupe Manouchian ne soient pas accueillis tous ensemble au Panthéon. Qu'avez-vous à leur répondre, Jean-Pierre Sacoun ? Écoutez, j'ai à leur répondre que je suis surpris que des gens d'une telle capacité universitaire et intellectuelle ne comprennent pas ce qu'est le symbole. Le Panthéon n'est pas un cimetière, c'est un lieu symbolique. Donc, faire entrer 23 personnes au Panthéon, pourquoi 23 d'ailleurs? Parce que le groupe Manouchian, le détachement, c'est 68. Et il y a eu les 23 fusillés, mais il y en a eu des dizaines qui ont été envoyés dans les camps de la mort et qui sont morts. Donc pourquoi pas 60? Et puis 60, pourquoi pas tous les étrangers? Non, Missac rentre comme un symbole. Il rentre pas comme Missac, et dans le cadre d'une histoire d'amour entre Missac et Méliné, il rentre comme le symbole de la résistance. Et si on n'est pas capable, citoyens français de la République universaliste, de comprendre qu'un résistant étranger, qu'il soit arménien ou moldovalaque, peut représenter symboliquement des Juifs, des Roumains, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, alors c'est à désespérer de la République. Et oui, surtout que les 22, on ne peut pas dire qu'ils aient été oubliés. Une plaque va rappeler leur rôle dans cette résistance. Oui, et je suis très fier de cette plaque, puisque c'est moi qui en ai fait la demande au président. Lorsque nous avons été reçus le 16 juin, c'est que lorsqu'il nous a annoncé officieusement sa décision, avant de l'annoncer publiquement 2 jours plus tard, le 18 juin, à Mont-Valérien. Et nous sommes arrivés au bout de notre réunion qui a été absolument passionnante et tout à fait remarquable d'intérêt et de qualité. Lorsque le président nous a annoncé sa décision, j'ai repris la parole en lui demandant: Monsieur le Président, il faut qu'il y ait le nom de tous les résistants, et donc les 22 autres noms, enfin les 23 noms, dont celui de Manouchian, seront sur cette inscription, et aussi le nom de Joseph Epstein, qui était le chef région parisienne des FTP-MOI, qui joue un rôle fondamental, qui a été arrêté avec Manouchian. Ils ont été arrêtés tous les deux ensemble le 16 novembre à la gare d'Évry-Petit-Bourg, et qui sera fusillé quelque temps plus tard, tout simplement parce que il avait des papiers parfaitement en parfait état, et ils n'ont jamais réussi à deviner qui c'était. Il s'appelait Estin. Il est mort sous le nom d'Estin. Ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su. Ah oui. Selon vous, pourquoi ces résistants étrangers n'ont pas obtenu la reconnaissance qu'ils auraient dû avoir à la fin des hostilités? Parce que Méliné, elle s'est battue pour honorer la mémoire effectivement de Manouchian et de ses camarades. Il y a 2 aspects. Il y a un aspect anecdotique qui est le fait que Méliné, en 1945, elle part en Arménie soviétique. Elle fait partie de ces quelques milliers de Français d'origine arménienne, puisqu'elle obtient la nationalité française à ce moment-là, au nom de sa résistance et de elle était communiste aussi. Et elle était communiste, oui. Ça, et elle fait partie de ces quelques milliers de Français d'origine arménienne qui, persuadés qu'ils vont construire le socialisme, repartent sur le Rossia à partir de Marseille, et une fois arrivés en Arménie se rendent compte que c'est pas tout à fait ce qu'on leur avait raconté, et mettront des 15 ans à rentrer en France parce qu'on veut pas les lâcher en Arménie soviétique. Et donc Méliné, elle n'est pas là pour accomplir sa promesse. Elle n'est pas là. De mémoire, Et deuxième élément plus important, c'est que politiquement, en 1945, les 2 grands partis qui structurent la politique française, le RPF du général de Gaulle et les communistes, ont, pour des tas de raisons, besoin de franciser la résistance. Simplement parce que les Français sortent brisés de la guerre. Ils sortent de la défaite de 40, qui est un effondrement dont on n'a pas idée. Ils sortent de la collaboration, etc. Ils sortent de la délation, ils sortent de tout ça. Et au sens propre du terme, il faut leur refaire un moral de vainqueur. Eh oui.
Et donc, on ne cache pas la présence des étrangers, que ce soit les coloniaux dans les forces françaises libres ou les étrangers dont nous parlons dans les forces françaises de l'intérieur. Simplement, on met en valeur la résistance des Français. Et donc, même si Missac obtient dès 1946, à titre posthume, la médaille de la Résistance, il faudra une dizaine d'années, et particulièrement sortir d'une part du stalinisme, et d'autre part de la crainte des partis non communistes en France de voir les communistes prendre le pouvoir, oui, bien sûr, il y avait pour ça. que cette mémoire réémerge. Et elle émerge entre 53 et 55. Et oui. En tout cas, on peut dire que sa panthéonisation concrétise réellement sa propre prédiction, parce que dans sa dernière lettre, justement, adressée à Méliné, il écrit ceci: le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Ben, c'est ce qu'on a essayé de faire. Oui, et je voudrais aussi rappeler d'ailleurs, juste un moment, cette affiche rouge. Rappeler, parce qu'on n'en a pas parlé là, cette affiche rouge qui était sur tous les murs de Paris. Qui était placardée. Et rappelez-vous, qu'est-ce que disait cette affiche rouge, Jean-Pierre Sacoun? Des libérateurs, non. L'armée du crime. Et oui. Voilà. La libération par l'armée du crime. Avec tous les noms étrangers, et comment c'était, si on peut mettre dans Léo Ferré, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Et crier l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, il cherchait un effet de peur sur les passants. Voilà, c'est magnifique, vous le connaissez par cœur. Oh, oui. Et oui, en fait, l'affiche rouge voulait en faire des assassins, mais en fait, elle en a fait des héros. Oui, et c'est en fait une énorme opération de propagande des nazis. Et elle va échouer instantanément, et ils vont y mettre fin instantanément parce qu'ils vont se rendre compte que cette tentative se retourne contre eux. C'est ça. C'est magnifique. Et évidemment, ils ont choisi parmi les 68 et les 23 pour mettre sur l'affiche rouge les 10 qui ont, excusez-moi l'expression, la plus sale gueule. C'est-à-dire ceux qui ont les noms les plus imprononçables, ceux qui sont, comme dit Aragon, hirsutes, ceux qui ont été tellement tabassés par la police française, car il ne faut pas oublier que c'est la police française qui les a arrêtés, que leurs visages sont déformés, et on va leur attribuer des dizaines d'attentats sans préciser. On leur a imputé 56 attentats, 150 morts et 600 blessés. Oui, mais c'est pas complètement faux, sauf qu'on oublie une chose, c'est que l'un des principes de la FTP-MOI, ce que les Allemands se gardent bien de dire évidemment, c'est de ne jamais attaquer les Français, y compris les collaborationnistes. Les FTP vont s'y attaquer. Les MOI ne vont jamais attaquer que les Allemands, parce qu'ils savent trop bien quelle partie les nazis et les collaborationnistes pourraient tirer du fait que des étrangers tuent des Français. Et donc ils n'en tueront pas. Et il y a un cadavre sur l'affiche qui représente un commissaire de police assassiné, et il a été exécuté par les FTP, mais pas par les FTP-MOI, bien sûr. Très intéressant et très important de rappeler ces précisions. Et ce qui est très touchant, revenons à cette dernière lettre qu'il a adressée à Méliné, dans laquelle il s'y considère comme un soldat donc tombant pour la France, tout en affirmant n'avoir aucune haine contre le peuple allemand. C'est un internationaliste. C'est un internationaliste, et comme le disait Jaurès, c'est un patriote. Et beaucoup de patriotisme rapproche de l'internationalisme, un peu de patriotisme en éloigne. Et lui, c'est un pur produit de cet idéal communiste de l'internationalisme et de cet idéal révolutionnaire du patriotisme. Vous savez, les communistes des années 30, et encore aujourd'hui un certain nombre, beaucoup de communistes, considèrent, à tort ou à raison, là n'est pas la question, que la révolution bolchevique est en fait la fille de la Révolution française. Ils établissent un lien absolu entre les deux. Encore une fois, il y a eu Staline et le reste. Mais pour eux, c'est une évidence. Mais oui. Une phrase, un passage très touchant pour conclure ce module de l'émission, faire une petite pause avant de vous retrouver, chers auditeurs. Il écrit aussi ceci à Méliné: marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Et il formule une exigence: avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui méritent d'être lus. Et comme disait Aragon, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Eh oui. Missak Manouchian, le poète, l'idéaliste, le chef de bande. On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec Jean-Pierre Sacoun. Alors restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Nul ne semblait vous voir français de préférence.
France. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Missak Manouchian, le héros de la résistance, entrera au Panthéon mercredi prochain, le jour du 80e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian. Votre combat a payé, Jean-Pierre Sakoun, bravo. Vraiment. Alors, autre combat que vous menez aussi, c'est la défense de la laïcité. Vous êtes président d'Unité laïque. Quel est le but de votre association? Parce que de nombreuses associations en France, effectivement, défendent cette laïcité. Vous, en quoi votre ambition est-elle différente de celle-ci? Notre ambition, c'est de redonner à ce pays l'envie de comprendre que la laïcité, c'est notre principale liberté, et que la laïcité n'est rien sans la République et réciproquement. Et la devise de notre association, c'est en fait la première phrase de la Constitution de la République. Pour une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et tout y est dit. Et depuis que certaines grandes associations qui représentaient historiquement la laïcité en France ont pris pour le moins un virage douteux dans ce domaine, eh bien nous sommes orphelins d'une grande association populaire qui soit capable de peser sur les débats. Il y a beaucoup d'associations laïques de grande qualité et qui ont une grande dignité et qui travaillent dans des domaines spécifiques. Il n'y a plus l'équivalent de ce qu'a pu être et de ce que n'est plus la Ligue des droits de l'homme dans les années 30 quand elle avait 200 000 adhérents. On ne peut plus dire que c'est la même chose aujourd'hui. Notre objectif, c'est ça. C'est, si vous voulez, je l'explique de la manière suivante. Pendant 40 ans, depuis les années 80, nous avons passé notre temps à supplier les politiques de se réemparer de la question républicaine et laïque. On a échoué. Moi, mon envie, c'est de m'emparer des politiques et de les forcer à la République et à la laïcité. Et pour ça, il faut qu'on soit 200 000 ou 500 000, pas 1000, pas 500. Tout ça n'a pas de sens. Il faut qu'on redevienne, avec les moyens du XXIe siècle, dans les limites de ce qui est devenu le militantisme aujourd'hui, une association si puissante que nous ayons les moyens et la force d'aller dire aux politiques « arrêtez », parce que sinon, nous allons vous pourrir la vie. Mais Jean-Pierre Sakoun, pensez que c'est encore possible? Oui, je le crois. Aujourd'hui, en 2024? Je le crois. Je le crois d'autant plus que tous les sondages, toutes les enquêtes depuis 15 ans qu'elles sont menées, démontrent que les Français, massivement, à hauteur de 80 ou 90%, sont profondément laïcs et qu'ils savent ce que ça signifie. C'est pas un mot qu'ils utilisent au hasard parce qu'on leur pose des questions bien précises. Simplement, aujourd'hui, ce cœur, ce pilier de notre collectivité, qu'est la République française, n'a pratiquement plus de représentants politiques. Il en a quelques-uns qui sont d'ailleurs dans tous les partis démocratiques de notre pays, hein, mais ils n'ont plus le pouvoir. Il faut leur rendre le pouvoir, c'est notre objectif. Et la laïcité, ou la République, ce ne sont pas des mots en l'air. Ça veut dire les services publics, ça veut dire la solidarité, ça veut dire l'égalité, ça veut dire la liberté de conscience, l'émancipation à travers l'école. Voilà, c'est ça notre combat. Jean-Pierre Sakoun, juste un mot. Vous avez entendu, il disait la France en s'abattant. Qui dit la France aujourd'hui? Même pas en s'abattant, on ne veut pas, mais en vivant. Ceux que l'école républicaine recommencera à former correctement. Parce que tout passe par l'école, bien entendu. Et hélas, la succession des ministres de l'Éducation nationale à laquelle nous avons assisté depuis Jean-Michel Blanquer laisse dubitatif parce que il y a des effets, des contradictions d'un Jean-Michel Blanquer à un Pape Ndiaye, d'un Pape Ndiaye à un Attal, d'un Attal à une Oudéa Castéra, d'une Oudéa Castéra à une Belloubet. Et si j'avais une baguette magique si j'avais une lampe plutôt et qu'un génie me disait quel est ton vœu, je lui dirais reprendre en main la formation des maîtres. C'est par là que ça doit commencer. Nous sommes dans un pays de citoyens porteurs d'une parcelle de citoyenneté chacun, de souveraineté, et ça, c'est pas naturel, ça s'apprend. Et ça s'apprend à l'école de la République. Ferdinand Buisson disait, le premier devoir de la République, c'est de former des républicains. On l'a oublié. Comment maîtriser la maîtrise. Merci, Jean-Pierre Sakoun. Merci à vous. Missak Manouchian représente tout ce que vous appelez de vos vœux.
Oui, symboliquement, il est là. Il est là pour nous rappeler que on n'est pas français par l'ethnie, la race, le sang, la religion. On est français par la volonté de respecter et d'adopter les principes de la Révolution. Et que, de la même façon, lorsqu'on arrive dans ce pays, on doit en adopter les principes de libération et d'émancipation et pas le considérer comme un objet à haïr. Jean-Pierre Sacoun, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que vous avez écrit la postface d'un livre passionnant, Missak et Méliné Manouchian, écrit par Gérard Streff et publié aux éditions de l'Archipel. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie sur Sud Radio.